États. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que ainsi nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Et on a 3 enfants et 7 petits-enfants avec mon épouse. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Vraiment, j'ai pas d'autre terme. Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Il n'y a pas que les grands capitaines d'industrie. Il y a aussi des jeunes filles avenantes. Et comme le dit le journal anglais Daily Mail, il y a une recrudescence extraordinaire des escort girls à Davos. Pourquoi? Parce qu'il y a un forum mondial. Et qui dit forum mondial dit évidemment le repos des guerriers. On va en parler, mais on va pas parler que de ça. On va parler surtout d'un livre tout à fait choc sur les chiffres officiels et ce que révèlent les chiffres officiels concernant Covid-19. C'est extrêmement intéressant parce que une équipe de statisticiens menée par Pierre Chaillot a travaillé depuis 2 ans et demi sur les chiffres. Vous savez, on vous dit tout peut se discuter sauf les chiffres. Non, justement, tout peut se discuter, y compris les chiffres. Tout dépend comment vous les donnez, quels chiffres, etc. En tout cas, un livre de référence. Pierre Chaillot viendra nous l'expliquer. Nous allons parler aussi des artisans et des commerçants avec le collectif Les Pendus que dirige Christophe Chirard, le restaurateur. Il va nous expliquer où on en est aujourd'hui et pourquoi la situation devient dramatique pour un certain nombre de TPE, PME et d'artisans et d'indépendants surtout qui perdent, quand on perd effectivement le chiffre d'affaires, c'est l'indépendance qu'on perd. Et puis l'île de Ré, cette statue de la Vierge Marie qui devrait être déboulonnée. Alors est-ce qu'on va déboulonner? Est-ce qu'on va tuer? Est-ce qu'on va se débarrasser de tous les prie-dieux, de tous les calvaires de France et de Navarre? C'est ça le but. On va en parler aussi. Donc voilà, on sera avec vous jusqu'à 14h. Et évidemment, on va surtout vous écouter, vous, auditeurs de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Elle résonne étrangement pour des milliers de commerçants, d'artisans, d'indépendants, qui aujourd'hui, non seulement ne savent plus où ils habitent, mais se demandent à quelle sauce on est en train de les manger. Et un collectif, eh bien, qui existe depuis 2014, s'appelle Les Pendus, parce que ça ne date pas seulement de la guerre Russie-Ukraine et de ce qui se passe avec les tarifs d'électricité. Christophe Chirard, bonjour. Bonjour monsieur, merci de nous accueillir. Écoutez, Christophe Chirard, on vous a déjà accueilli et toujours avec plaisir. Vous êtes restaurateur et vous êtes fondateur du collectif Les Pendus. Et justement, vous avez alerté sur la situation d'aujourd'hui. Et pour vous, vous restaurateurs, les artisans, les commerçants que vous avez autour de vous, comment est vécu ce qui se passe aujourd'hui? Et on parle beaucoup de la réforme de retraite, mais avant la réforme de retraite, il y a le quotidien d'aujourd'hui. Et vous le vivez comment? Oui, absolument. Alors nous sommes effectivement un collectif qui regroupe des indépendants, des commerçants, des artisans de tous les métiers. Donc on a une vision assez globale de la situation. Oui. Et beaucoup seront effectivement confrontés à une hausse faramineuse de leur facture d'électricité. On a vu énormément de boulangers dans les médias, mais les seuls boulangers ne sont pas concernés malheureusement. Ça concerne aussi les restaurateurs, les traiteurs, les bouchers, les poissonniers, les pressings, les garagistes, les scieries, les menuisiers. Enfin bon, tous les corps de métier sont touchés. Oui. Tout le monde a des factures incroyablement hautes et surtout on a compris que c'était une hausse de prix totalement artificielle et en ça on n'est pas du tout disposé à subir, vous voyez, parce que on nous a fait un tas d'annonces récemment. Oui, on a dit qu'on allait vous restreindre enfin vous allez diminuer de 40% ce que vous aurez à payer, etc., qu'on allait vous aider. Oui, oui. Vous savez, on a fait l'expérience des effets d'annonce durant la période sanitaire et là on est exactement dans le même cas de figure.
Donc on nous fait des annonces qui n'en sont pas, qui ne sont que des mots, rien n'est écrit nulle part, et de toute façon, si c'était le cas, ça ne suffirait jamais, puisqu'on retourne au point de départ, au-delà des situations de multiplication par 10 ou par 20 qu'on a pu voir, mais globalement c'était x3, x4, et il faut savoir que le poste électricité chez les artisans, c'est un poste important, c'est un peu comme un loyer, donc si on dit à vos auditeurs, votre loyer va être multiplié par 4 à partir du mois prochain, ils vont effectivement pas comprendre. Nous on en est là, et on comprend qu'effectivement, la survie va être extrêmement difficile, malgré les annonces qui ont été faites, qui n'en sont pas, encore une fois, ces gens nous mentent, et il est temps qu'on les mette face à leurs responsabilités, parce que ça peut plus durer, c'est impossible. Là c'est un tsunami qui... J'avais dit, l'exemple des boulangers, c'est la mer qui se retire avant le tsunami qui va nous tomber dessus à tous, et en fait on en est là, quoi. En fait, vous vous dites, on ne peut pas continuer, enfin on est les dizaines de milliers, ou peut-être plus de centaines de milliers de gens, on ne peut pas continuer comme ça, à se dire on va dans un mur, on nous explose, et effectivement des charges qui explosent, comme vous dites, x3, x4 et plus, et hélas, vous dites on ne peut pas, de toute façon c'est un jeu qu'on ne peut pas encore continuer à jouer de cette façon, il y va de notre survie, en fait, c'est ça. Absolument, c'est absolument impossible. Donc effectivement, il y a cette manifestation de lundi prochain, le 23 janvier, où tous les métiers seront présents, et on invite aussi nos clients, les auditeurs qui sont nos clients, et qui à venir nous soutenir, parce que c'est aussi pour eux qu'on essaye de maintenir ce combat. Il va falloir qu'on installe un vrai rapport de force. Nous, il faut qu'on ait absolument accès au fameux bouclier tarifaire qui existe pour les particuliers et les très très petites entreprises. Voilà, c'est la seule condition qui pourrait nous permettre de nous en sortir, sachant que au mois de juillet, on va être confronté à la même chose avec le gaz. Bah, si vous voulez, c'est sans fin. Donc il y a un moment où ça va être de gré ou de force. Il va falloir qu'on aille vraiment tordre le bras du gouvernement qui, encore une fois, nous impose les décisions qui ont été prises par nos dirigeants. Ils ont le choix de faire autrement. Ils ont le choix d'en sortir du marché européen. Enfin bon, donc ils nous l'imposent. Vous dites vraiment, Christophe Chirac, vous pensez qu'il y a le choix de faire comme a fait notamment l'Espagne et le Portugal, ou en tout cas de quitter l'indexation sur le prix du gaz, etc. Vous vous dites l'alternative existe et on ne la prend pas. Exactement. S'ils ont fait ce choix-là, l'Espagne et le Portugal, c'est que tout le monde peut le faire. Donc nous, on choisit de ne pas le faire. Eh bien, nous, on dit que les dirigeants fassent leur choix politique, c'est une chose, on ne les discute pas, mais à ce moment-là, qu'ils en assument totalement les conséquences et qu'ils ne fassent pas reposer sur nos épaules et nos trésoreries les conséquences de ces décisions. C'est à eux de les assumer, c'est pas à nous, parce qu'ils ont justement le choix. Oui, mais alors, vous iriez jusqu'où, Christophe Chirac, vous et les personnes qui sont avec vous dans ce collectif Les Pendus, et je crois que vous avez créé un syndicat qui va s'appeler Antigone aussi, si j'ai bien compris. Oui, absolument. On a créé cette structure justement parce qu'on sentait bien que la crise sanitaire allait se transformer en crise économique majeure, et de sorte qu'elle soit prête à fonctionner pour tous ceux qui vont se retrouver le bec dans l'eau et qui vont comprendre qu'ils ne sont finalement pas tant soutenus que ça par leur fédération, leur confédération, leur syndicat respectifs, parce que là aussi il y a une énorme escroquerie. Et c'est ce qu'on va aller. Écoutez, vous savez, les gens ils vont aller jusqu'à perdre leur vie et leur commerce. Donc on va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que effectivement notre revendication elle est très simple, c'est le bouclier. Ce sera de gré ou de force, c'est-à-dire qu'on se l'appliquera. Si on ne nous l'autorise pas, on le fera. Vous l'appliquerez vous-même. Vous ferez, bien sûr. Il le faudra, puisque de toute façon, c'est encore une fois, c'est la fermeture des commerces donc je veux dire, il n'y a pas d'autre alternative. C'est soit ça, soit on ferme. Soit on gagne du temps. On va inonder évidemment de procédures de médiation auprès de la médiation de l'énergie du gouvernement, et on verra bien si ça sert à quelque chose, ce truc-là. Et puis ensuite, on mettra tout le monde en procédure de sauvegarde. Voilà, et puis on verra bien, on va inonder les tribunaux de commerce aussi. Donc on va pas être hors la loi, vous voyez, on va faire les choses sérieuses. On va utiliser les armes qui sont à notre disposition, mais on ira jusqu'au bout pour protéger tous nos collègues. C'est quand même incroyable. On ne parle pas de tous ceux qui ont baissé le rideau depuis le mois de septembre déjà. Oui, et il y en a, et on sait qu'il y en a plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Enfin, mais oui, c'est incroyable, c'est une hécatombe. Il faut que tout le monde ait conscience de ça. Cette manifestation de lundi du 23 janvier est quasiment inédite depuis celle qu'on avait faite en 2015 pour le RSI. C'est la première fois depuis 2015, oui, avec produit RSI. On rassemble tous les métiers comme ça, je pense que oui. Et c'est significatif, c'est révélateur. On n'a pas l'habitude de faire ça. Donc si on fait ça, c'est qu'il y a une vraie raison.
Il faut qu'on nous entende. Oui, et Christophe Chirac, dites-moi, est-ce que les gens, enfin, les gens que vous rencontrez, avec qui vous parlez, etc., ils ont vraiment la prise de conscience qu'aujourd'hui, c'est marche ou crève, quoi. Je veux dire, on ne peut pas... C'est vraiment ça, la prise de conscience est là, en disant on ne peut pas continuer en mettant des cautères sur une jambe de bois en vidant l'océan avec la petite cuillère, quoi. Ah mais c'est encore pire que ça, c'est avec ce que propose le gouvernement, c'est crève. C'est crève dans 2 mois ou dans 3 mois ou au mieux dans 6 mois. Donc évidemment que c'est intolérable. Personne n'est dupe, hein. Vous savez, tout le monde a fait ses petits calculs. Au début, les annonces ont été un petit peu étudiées. Tout le monde s'est dit, bah tiens, ça avance. Et puis finalement, tout le monde s'est rendu compte que ça n'avance pas du tout. Puis il y a en plus absolument rien d'écrit et que c'est de la fumée. On nous a servi de la fumée. Il faut que tout le monde en ait bien conscience. Il n'y a rien derrière à part des mensonges. Encore une fois, j'y reviens, c'est incroyable de pouvoir mentir aux gens de cette manière-là, aussi effrontément, alors même qu'on nous dit qu'on est aux côtés des entreprises alors qu'on compte les cadavres tous les jours. Et en plus, on nous propose de la fumée. C'est un manque de respect invraisemblable. Vous savez, Christophe Chirac, nous avons dans cette émission, nous avons fait entendre quand Olivia Grégoire avait dit qu'elle avait parlé avec une boulangère de Sarlat, qu'elle avait réglé son problème. Nous avons eu cette boulangère de Sarlat qui a dit mais pas du tout. Je n'ai eu aucun coup de téléphone et c'est elle qui a appelé un des directeurs de cabinet. Et voilà. Mais oui, mais tout le monde a compris, effectivement, tout le monde a bien compris qu'ils ne sont que dans la communication et les effets d'annonce. Ils prennent d'ailleurs même plus de précautions. La preuve, c'est qu'ils mentent sans trop prendre de précautions, de se dire si ça va être révélé ou pas révélé. Ils s'en foutent totalement. Ils ont des choses à dérouler. Ils ont les pieds et les mains liés par l'Europe et ça, c'est pas notre problème. On fait pas de politique, mais encore une fois, il va falloir qu'ils assument leurs décisions et leur comportement. Merci Christophe Chirac. Rendez-vous le 23 janvier, effectivement. Absolument. Et on vous suit en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Eh bien, sur l'île de Ré, à Flotte-en-Ré, une statue de la Vierge Marie, on en discute depuis quelques jours, on le sait, devra être démontée au nom de la laïcité. Voilà. À la Flotte-en-Ré, sur l'île de Ré, en Charente-Maritime, qui ne connaît pas l'île de Ré, eh bien, il faut retirer une statue de la Vierge Marie sur décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et en vertu de la loi 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Une statue de la Vierge Marie doit être enlevée dans un délai de 6 mois. C'est la tribunal a décidé et déplacée hors du domaine public. C'est la Libre Pensée, une association de défense de la laïcité qui avait saisi la justice, comme elle l'a fait dans d'autres circonstances, pour réclamer ce retrait. Marc Hainaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Boulevard Voltaire et vous avez écrit un livre, effectivement, il n'y a pas si longtemps. Vous avez écrit « Qui en veut aux catholiques » aux éditions Artege. Mais qui en veut à la Vierge Marie? On veut quoi? C'est au nom de quelle laïcité? Parce que, juste une question, je le dis naïvement, donc à ce moment-là, il faut enlever tous les prie-dieu, tous les calvaires, les milliers, les dizaines de milliers de calvaires qui peuplent la France et la Navarre. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, vous avez choisi d'introduire cette émission avec une très belle chanson de Georges Brassens. Moi, je voulais juste rajouter ce couplet. Par la mère apprenant que son fils est guéri, et c'est la raison de la présence de cette statue de la Vierge. À la base, c'est une famille qui avait édifié cette statue dans son terrain en remerciement du fait que le père et le fils aient été épargnés par la Seconde Guerre mondiale. Donc, on en revient toujours au même drame finalement. C'est que la libre pensée s'attaque non seulement au patrimoine religieux, mais surtout au patrimoine historique, puisque ce que la libre pensée ne comprend pas, et ce qu'elle doit comprendre, c'est que ce patrimoine catholique fait partie intégrante de notre histoire et de notre culture, en réalité. Oui. Et c'est bien ça, je pense, le drame. On voit donc cette libre pensée qui a entendu parler en plus de ce calvaire parce qu'il avait été endommagé par un accident de la route, sinon il n'en aurait jamais entendu parler, ça ne lui aurait jamais posé le moindre problème. Et on les voit traquer ça et là, encombrer les tribunaux pour faire enlever ce patrimoine. Et c'est tout à fait scandaleux. Oui, et ce qui est tout à fait scandaleux, surtout que quand on s'appelle la libre pensée, il faut peut-être apprendre à penser librement. Et librement, c'est-à-dire pas dans les clichés, pas dans les chemins balisés. Mais en fait, ce que veulent un certain nombre de gens, c'est quoi? C'est d'enlever tout signe de rappel que la France est chrétienne ou catholique depuis 1500 ans. C'est ça l'idée, ou à votre avis, ou quoi?
Mais en fait, le problème de la libre pensée, c'est qu'elle se définit comme voulant une application stricte de la laïcité, mais à côté de ça, vous allez assister à une espèce de laïcité hémiplégique, c'est-à-dire que vous allez avoir le déboulonnage systématique des calvaires, des croix et autres patrimoines religieux. Et d'un autre côté, je peux vous citer cette affaire de Chalon-sur-Saône en 2017, où le maire avait décidé, au nom de la laïcité, de supprimer les menus sans viande, donc les menus permettant aux enfants de confessions différentes de manger avec tout le monde. Il les avait supprimés pour des raisons d'économie, et la libre pensée l'a accusé d'être un doriotiste vert de gris. Elle l'a carrément traité de nazi. Donc, si vous voulez, c'est un respect de la laïcité, mais c'est un respect de la laïcité totalement hémiplégique, et surtout, c'est une pensée, c'est une famille de pensée intellectuelle qui aurait dû s'arrêter en 1905, en fait, en réalité, puisque c'est une association qui, derrière la laïcité, cache une haine profonde du catholicisme et du christianisme, et on ne la voit d'ailleurs jamais attaquer les autres religions. Enfin, c'est symptomatique d'une génération, si vous voulez, cette association. Oui, et au-delà de ça, on a l'impression que, en fait, comme vous le dites, ça va au-delà. On a honte de son patrimoine, on a honte de ses traditions, on a honte de ce qu'on est, parce qu'au nom de la libre pensée, moi je veux bien, au nom de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, il y a eu quand même aussi ce problème qui a été posé sur les crèches. C'est les crèches de Noël. Attention, il faut les enlever de la mairie. Résultat, vous avez beaucoup de maires qui les ont mis devant la mairie. Donc, pour accéder à la mairie, il fallait passer par la crèche. Tout ça est assez artificiel, pour ne pas dire autre chose. Et surtout, à l'heure où on parle d'engorgement de la justice, on a une association qui représente, il faut aussi relativiser ce que c'est que la libre pensée, c'est une poignée de militants par département, généralement des retraités, donc qui appartiennent à une certaine génération, et ce sont ces gens qui vont encombrer les tribunaux, et surtout, vous avez une justice, et c'est là peut-être où il faut s'interroger sur le droit vis-à-vis de cela, c'est que ils vont aller interdire la crèche de la mairie de Beaucaire, celle de Béziers, mais ils vont aussi donner raison au département de Vendée qui, lui, a le droit d'installer une crèche dans le hall du conseil départemental. Si vous voulez, vous avez en plus... C'est deux poids, deux mesures. Ah oui, c'est à géométrie variable, quoi. Bah, c'est à l'appréciation du juge, en fait, c'est à l'appréciation c'est à l'appréciation du magistrat, et on en arrive à ces situations totalement ubuesques, et de toute façon, tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, une crèche de Noël, c'est lié à la fête de Noël qui est dans le calendrier, qui est dans notre calendrier laïque, donc il n'y a aucun problème avec cela, mais selon l'appréciation du juge, en fait, en réalité, vous avez ces militants qui sont 1, 2, 3 et qui vont aller encombrer les tribunaux. On peut parler de la statue Saint-Michel des Sables d'Olonne, qui a lieu et qui est dans le quartier Saint-Michel, en face de l'église Saint-Michel et de l'école Saint-Michel, place Saint-Michel. Vous avez cette statue de Saint-Michel, mais c'est caché ce saint que je ne saurais voir encore une fois. Et vous avez un militant qui va faire ôter une statue, alors même que 92% de la population des Sables d'Olonne était favorable à son maintien. On en vient à ces situations-là. Oui, parce qu'il y a aussi ça, c'est vrai. Vous avez raison de rappeler Saint-Michel, puisque effectivement, il y a eu un référendum, je crois qu'il a été fait, en tout cas, il y a eu une consultation, et la majorité écrasante de la population était pour le maintien de cette statue. Mais alors, justement... est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, non pas de faire une loi, il y a déjà suffisamment de lois en France, mais comment réagir à cela? Comment réagir au fait qu'il y a 3 personnes qui peuvent saisir un juge ou saisir la justice, et puis après c'est à l'appréciation du juge, et chaque juge peut avoir... Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de réglementer tout ça autrement, et de sortir de cette absurdité, ou en tout cas de cette... illogique. Moi, je pense tout simplement qu'on l'a vu, parfois la justice donne raison aux crèches et à ce genre de situation. Moi, je pense tout simplement qu'il faut arrêter de prendre en compte les demandes de la libre pensée à un moment donné, ou alors que cette association démontre qu'elle a une vision cohérente et qu'elle n'est pas dans un espèce d'acharnement. On est encore une fois dans une situation où les tribunaux sont engorgés, où des affaires mettent des années avant d'être traitées, et pardon, mais on a autre chose à faire dans ce pays. Je pense qu'il y a si ces gens défendent la laïcité, il y a d'autres urgences en matière de laïcité que les crèches, les calvaires, et quelques autres artisanats. Donc en réalité, je pense que le problème n'est pas tant la laïcité en France, le problème étant l'interprétation que ces gens font de la laïcité, et surtout de cette haine christianophobe déguisée en principe de laïcité. C'est surtout ça le drame. Oui, c'est en fait, vous l'avez dit, on se demande, et on voit très bien, on s'attaque à une religion et pas aux autres. Alors il ne s'agit pas de s'attaquer aux religions en général, mais de ne pas faire de bouc émissaire, c'est un peu facile aussi, faut le dire.
C'est ça. C'est ça, la libre pensée qui se réclame de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, en tout cas ne fait preuve d'aucune des trois valeurs, en tout cas ne porte aucun de ces trois principes visiblement, puisque la liberté de culte est censée être totale, puisque on devrait avoir la liberté de considérer que tel statut, tel patrimoine en fait est autant culturel que religieux, qu'on devrait tous être égaux vis-à-vis de la laïcité et qu'on devrait tous réussir à plus ou moins vivre ensemble, et la libre pensée justement fracture davantage la société. Tout à fait. Dernière question, Marc Hainaut, tout à fait. Est-ce que il y a un recours à un appel, ou bien c'est décidé, la statue de la Vierge Marie va être démontée sur la flotte en Ré? Alors, je crois que il me semble que la mairie a encore un appel à faire valoir, il me semble, hein, mais j'ai pas eu toute la suite de l'affaire. En tout cas, oui, vous l'avez rappelé, ils ont 6 mois pour déplacer cette statue et une solution doit être trouvée. Et vous avez une pétition d'ailleurs qui a été lancée, qui a été signée par plus de 30 000 personnes qui demandent à ce que cette statue soit maintenue à sa place. Parce qu'encore une fois, c'est une statue qui fait partie de l'histoire de ce village. Oui, et puis vous rappelez très bien que l'occasion de la Seconde Guerre mondiale qu'elle a été érigée. Et vous l'avez rappelé pourquoi. Merci Marc Hainaut, et nous suivrons tout cela, bien sûr. Merci à vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Eh bien, vous savez, évidemment, on en a parlé partout, Davos, oui, Davos est ouvert, le grand forum économique mondial, présidé par Klaus Schwab, avec les Young Global Leaders qui viennent du monde entier, avec les chefs d'entreprise, avec les milliardaires dont Marine Tondelier ne veut plus. Eh bien, tous ces gens-là se retrouvent pour l'édition 2023 du Forum économique mondial. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes qui viennent et qui sont très demandées au Forum économique mondial. Non pas pour leur connaissance économique, géostratégique, sanitaire ou vaccinale, non, non. Non pas pour l'éloge de la mondialisation, encore que ce sont, eh bien, les escort girls, les prostituées, les, au bon sens, filles de joie, eh bien, elles sont là, elles sont très demandées. Alors, il paraît, c'est le Daily Mail qui le dit, et c'est en général un journal sérieux, 4 heures coûtent aux clients un peu moins de 1500 francs suisses, une nuit jusqu'à 2550 francs, et on n'a jamais vu un tel afflux de jeunes beautés, de jeunes ou de moins jeunes beautés, à Davos. Comme quoi, Davos, c'est sérieux. C'est pas seulement pour parler de la mondialisation. Oui, c'est très sérieux. Et puis voilà, ils sont tous anticommunistes fervents, sauf sur le plan sexuel. Merci à Davos. Tout de suite, dans le face-à-face du mercredi 18 janvier, André Berkoff reçoit Pierre Chaillot, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. 0826 300 300 pour participer à l'émission. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Face du mercredi 18 janvier, André Berkoff reçoit Pierre Chaillot. Pierre Chaillot, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Édition L'Observatoire, livre qui paraît aujourd'hui en librairie. 0826 300 300 pour participer à l'émission. Bonjour Pierre Chaillot. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors Pierre Chaillot, c'est intéressant, Olivier Véran, le ministre de la Santé que le monde nous a envié, il n'est plus ministre de la Santé. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Il disait, on peut discuter de tout sauf des chiffres. Et vous qui êtes statisticien et qui avez travaillé sur ce livre, vraiment ce livre qui paraît aujourd'hui en librairie, et que je recommande aux éditeurs de Sud Radio, aux résistants, aux éditeurs de Sud Radio, ce sont les mêmes d'ailleurs, de notre antenne, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. J'ai mis officiels parce que vous avez sourcé dans toutes les agences officielles, la santé, enfin tout ce qui existe. Et alors, eh bien justement, c'est intéressant quand les chiffres parlent, parce que tout dépend de qui les fait parler et qui les choisit. Alors Pierre Chaillot, on vous avait reçu après Laurent Toubiana quand vous voulez parler des rapports mortalité, Covid, etc. Et là, vous faites un livre très complet. D'ailleurs, il fait plus de 450 pages. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous parlez absolument de tout. Et on va essayer de faire l'inventaire. On va pas parler de tout. Encore une fois, je vous renvoie au livre parce que
il y a des chiffres, il y a énormément de tableaux. Vous avez travaillé avec beaucoup de statisticiens, de chercheurs, etc. Et vous avez écrit quand même un état des lieux qui permet de dire qu'un certain narratif officiel et mondial sur ce Covid-19 est en train de s'effondrer. Et que vous y apportez quelques coups de pioche. Je ne dis pas le dernier clou du cercueil, n'exagérons rien, mais quand même, il y a des choses qui se voient. Alors, on va essayer d'avancer là-dessus. Et par exemple, parlons de ce lien entre Covid-19 et mortalité. Puisqu'on a dit pendant très longtemps, et je ne rappelle pas, vous en parlez, le modélisateur Ferguson qui disait qu'on allait avoir 50 millions de morts début janvier 2020. On se disait c'est fini et on sait ce qui s'est passé, les masques, le confinement, les gestes barrières, avant même les vaccins, etc. Alors, aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 ans, qu'on a appris l'existence de ce virus, un peu après les Chinois. Où en est-on? Qu'est-ce qu'on peut dire vraiment après les études et les enquêtes que vous avez faites, Pierre Chaillot? Alors, je précise que c'est aux éditions L'Artilleur que sort le livre, en effet, aujourd'hui. Absolument, vous avez raison de le préciser. C'est aux éditions L'Artilleur, tout à fait. Et ce que l'on peut en dire, c'est que la totalité des chiffres qui ont été présentés comme étant des statistiques prétendues Covid-19 ne valent rien. Puisque ce qui compte en statistique, c'est de la manière dont on compte les choses. Et si on ne maîtrise pas correctement ce que l'on va compter, on raconte n'importe quoi. Alors prenons des exemples précis. L'exemple précis, c'est on s'est mis à parler de Covid-19 à partir du mois de février 2020. Au moment où l'OMS impose à tous les hôpitaux, par l'intermédiaire du ministère de la Santé... L'Organisation mondiale de la santé, je le rappelle, oui. L'Organisation mondiale de la santé, c'est elle qui tient et met à jour ce qu'on appelle la CIM-10, c'est-à-dire la codification internationale des maladies. D'accord. Et donc c'est elle qui décide comment est-ce que les maladies doivent être codifiées, rentrées, et donc c'est elle qui maîtrise les statistiques de maladies mondiales remontées notamment par les hôpitaux. Depuis toujours, ça, enfin depuis qu'elle existe. Oui, alors je ne sais pas depuis quand existe la CIM-10, mais ça fait un moment. Et la CIM-10 est très utile actuellement depuis la mise en place de la tarification à l'acte qui utilise la CIM-10 pour ensuite rentrer dans les GHM, etc. Donc on fait beaucoup de statistiques et c'est du coup l'OMS qui décide. Et en février 2020, l'OMS décide qu'on va mettre en place un code d'urgence Covid-19 que tous les hôpitaux sont censés utiliser lorsqu'il y a une suspicion de Covid-19 sans qu'on sache que c'est, ni qu'il y ait de protocole spécifique, soit de test, soit de reconnaissance d'aucune sorte. Et j'ai même demandé explicitement que même en cas de doute, on met Covid-19 certifié. Donc, depuis cette période, tout le monde compte du Covid-19 de façon, compte tout et n'importe quoi comme étant du Covid-19. Et c'est comme ça qu'on a vu la disparition de tout un tas de maladies dans les statistiques, je précise bien dans les statistiques. Oui, pas dans la réalité, mais dans les statistiques. Pas dans la réalité, mais dans les statistiques. Par exemple, disparition de maladies. La grippe a complètement disparu pendant l'hiver 2020-2021. Il n'y en a plus aucune statistique de grippe. Il n'y a plus que des statistiques Covid-19, mais c'est pas que ça. Sur l'enregistrement des données hospitalières, on voit qu'il y a un effondrement des pneumopathies, des bronchiolites, de toutes les maladies respiratoires et même des cancers. Donc, si tout cela, soit le Covid-19 est une pandémie exceptionnelle qui guérit toutes les autres maladies, soit on est sur un transfert tout simple de codification où les gens, les médecins, quand ils voient arriver un malade, ils le codifient en Covid-19 et donc on rapporte n'importe quoi si on ne fait que l'addition de ces choses-là. Et donc ce livre propose une autre étude, ne part pas de billes en tête en prenant ces statistiques comme étant la réalité, mais part sur d'autres statistiques sur lesquelles on a plus de mal à tricher, qui sont les statistiques de mortalité, toutes causes confondues. Alors justement, parlons-en, c'est la grande question, le lien entre Covid-19 et la mortalité. Et on a beaucoup dit ça, en fait, ce que vous dites, et encore une fois, après enquête, etc., et vous n'êtes pas le seul à le dire, on a dit qu'on mourrait du Covid quand on mourrait avec le Covid, ce qui n'a rien à voir. Expliquons. Je vais même aller plus loin. On dit qu'on meurt du Covid quand on meurt en étant enregistré Covid. Je ne vais même pas rentrer sur le fait
d'avoir le Covid. Ça, je suis pas médecin d'une part, ni microbiologiste. Et moi, je vois même pas de traces statistiques qui se soit passé quelque chose de cet ordre-là. Tout ce qu'on voit, ce sont des morts enregistrés comme étant Covid. Et il convient de se poser la question de ce que ça veut dire à partir du moment où, en fait, il n'y a aucune, comment dirais-je, un ensemble de symptômes extrêmement bien définis qui ont été mis en place, ou bien un résultat de tel ou tel test qui serait censé dire quelque chose. Voilà, il n'y a rien de tout cela qui nous permet d'affirmer, avec les statistiques qu'on a, combien il y aurait de personnes qui seraient mortes de cette pathologie, et même pas avec cette pathologie, puisqu'on a vraiment mis n'importe quoi à l'intérieur. Oui, mais non, parce que, ce qu'on disait, alors vous allez corriger moi si je ne me trompe, c'est que quelquefois, les gens entraient pour que ce soit AVC ou cancer ou bronchiolite ou etc., ou difficultés respiratoires, on leur faisait un test, ils étaient positifs au Covid, donc on disait Covid. Exactement. C'est un peu ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Et ce que je montre, c'est que quand on va chercher les données du ministère de la Santé et qu'on regarde s'il existe un lien entre le fait d'être malade de quelque chose et le fait d'avoir un test positif, eh bien non, il n'y a pas de rapport. Je vais jusqu'à un moment dire dans mon livre, on pourrait remplacer les tests par un jet de dés, que ça ne changerait pas grand-chose. Vous n'exagérez pas un peu, Pierre Chaillot? Eh bien, chacun est libre d'aller lire le livre pour regarder et choisir ce qu'il en pense. Et non, de mon point de vue, il y a un artefact intellectuel qui a été mis en place. Ce truc-là ne révèle absolument rien d'aucune maladie existante. Et quand on ressort avec un test positif et qu'en fait on a rigoureusement rien, on est mis dans une case qui s'appelle asymptomatique. Donc on est malade d'une espèce de non-maladie. Donc ce serait un test qui devrait décider à notre place de savoir si on est malade. C'est même extrêmement dangereux puisqu'on peut envisager du coup dans ce cas-là un peu n'importe quoi sur le fait de donner des médications à des gens sur la base de tests dont on connaît absolument aucunement la fiabilité. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le gold standard sur ces tests-là. Pour commencer à donner des médications aux gens, je trouve ça extrêmement grave. Alors, vous parlez aussi, on va en parler après cette petite pause, on va parler du rapport entre cas positifs et maladie. Parce que, rappelez-nous, on sait qu'est-ce qu'on avait tous les soirs à la télévision avec monsieur Salomon, le docteur Salomon. Et chers auditeurs, vous avez la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à la discussion entre Pierre Chaillot et André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je plante, les éditions de l'Artilleur ont encore frappé aujourd'hui en librairie Pierre Chaillot, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Mais rappelez-vous auditeurs de Sud Radio, comment tous les soirs, pendant des mois, nous avions le docteur Salomon qui arrivait en disant... Ça y est, c'était l'horizon funèbre, rappelez-vous, la pavane pour tous les enfants défunts. Et il y avait des chiffres et des chiffres et des chiffres. Et vous en parlez dans votre livre, Pierre Chaillot, le lien entre cas positifs et malades. Alors, on avait des milliers de cas, des centaines de milliers de cas, des 200 000 cas, pas seulement en France, dans le monde, puisque c'est une affaire mondiale, planétaire. Alors, le rapport entre cas positifs et vraiment maladie. Eh bien, on n'a pas grand-chose. Le cas le plus frappant, ça a été, c'est révélé, en tout cas, ça saute aux yeux, au moment de la mise en place du pass sanitaire en juillet 2021, on est en plein été. Il se passe rigoureusement rien dans les hôpitaux, comme chaque été sur le côté des infections respiratoires, qui ont lieu plutôt l'hiver quand il fait froid. Et là, on met en place un pass sanitaire, ce qui fait que toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées sont censées aller se tester tous les jours, ce qui est relativement pénible pour la plupart des gens, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui cèdent à la vaccination à ce moment-là. Mais bon, ce fait que de forcer tout le monde à aller se faire tester, eh bien, ça fait une explosion fatalement des cas positifs, puisque quand on se teste pas, il n'y a pas de cas positifs. Et si on teste toute la population, il y a des cas positifs. Alors même s'il y a moins de 5% des tests à ce moment-là qui sont positifs, ce qui est dans l'intervalle de confiance habituel pour dire qu'il se passe rigoureusement rien, eh bien, ça fait une explosion des cas positifs. Et donc on appelle ça une vague, qui est une vague de personnes testées qui ne sont absolument pas malades et où il se passe rigoureusement rien dans la population en termes de maladies ou en termes d'hôpitaux. Mais voilà, on appelle ça quand même une vague, ce qui permet de faire des jolis articles. Ah oui, c'est là on a fait vague, deuxième vague, troisième vague, etc. Et ce qui permet de compter une vague de rhume en plein été, ce qui n'a rigoureusement aucun sens, et ce qui montre la supercherie qui se cache derrière, où on compte des cas de façon à faire peur aux gens. Alors justement, on parle aussi, vous savez, on a dit il faut y aller, il faut non seulement se soigner, se faire vacciner, etc. Nous allons y arriver, mais on dit attention, encombrement des hôpitaux, c'est terrible. Il va y avoir un encombrement des hôpitaux terrible et l'hôpital public, on ne peut pas supporter ça. Donc soyez civiques, soyez citoyens, faites les gestes barrières. Et vous dites c'était pas le problème.
Non, en tout cas, je n'ai absolument aucune trace statistique. Je le montre dans le livre que les maladies hivernales habituelles ou même que celles-ci soient basées sur un principe de propagation. Je vois beaucoup de traces et de liens. Je montre une corrélation parfaite avec la température qu'il fait dehors, notamment, ou bien avec des mesures délétères prises à certains moments. Donc c'est ça que je montre dans le livre. Et donc non, il faut s'occuper des gens, les soigner comme d'habitude, avoir un système de santé qui soit efficace, qui continue de fonctionner normalement, et donc éviter de dire aux médecins de ne pas soigner les gens par exemple, ou de sortir tout le monde des hôpitaux. Voilà, le régime courant fonctionne, et donc il convient de ne pas mettre le bazar là où ça n'a pas lieu d'être. Mais Pierre Chaillot, quand même, il y a eu, vous pouvez pas nier, il y a eu des morts du Covid. Enfin, il y a eu des gens qui sont morts du Covid. Il ne faut pas dire ça n'existait pas, ça n'a jamais existé, etc. Ça n'est pas mon propos, et moi je suis statisticien, donc je ne peux pas vous dire de quoi les gens sont morts, moi je peux commenter que des chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne vois pas... Alors, il y a des gens qui sont malades, ça c'est le cas tous les ans, à différents moments. Il y a même des malades de maladies respiratoires enregistrés au sein de la sécurité sociale. Il y en a 3,5 millions en permanence. Donc ça fait un sacré réservoir. De maladies respiratoires, oui. Voilà, déjà, un ensemble de personnes qui, quand il se passe quelque chose de désagréable, peuvent aller à l'hôpital. Il y a un sacré réservoir de personnes comme ça. Donc tout ça, ça fait que oui, il y a des malades en permanence, il y a des morts en permanence. Ce qui est le jeu de la codification, de savoir de quoi sont morts les gens, c'est un jeu extrêmement complexe et dont on sait que les statistiques sont extrêmement mauvaises. Et c'est un jeu qui dépend de ce que croient également les personnes qui sont en train de codifier. Donc quand on leur dit l'hiver, c'est le moment de la grippe, et donc tout le monde a la grippe et qui voit une personne âgée en difficulté qui décède, il y a plus de chances qu'il inscrive grippe. Si la personne est persuadée que on est dans une situation, une autre épidémie qui s'appelle Covid-19 et qu'il y a une personne qui décède, elle va inscrire Covid-19. Donc moi, la seule chose... C'est la codification dont vous parlez, oui. Moi, je peux constater uniquement ce qui se passe au final, et je ne peux pas dire que quelque chose existe ou n'existe pas dans la réalité, ça c'est un autre travail. Et donc moi, je ne vois pas de traces, en tout cas, d'un événement sanitaire qui serait arrivé seul et qui aurait engendré une quelconque hécatombe ou un encombrement hospitalier. Ça n'est pas arrivé. Oui, il n'y a pas eu d'hécatombe de ce point de vue-là. Enfin, ça, vous pouvez le dire statistiquement. Et alors justement, on parle de chiffres, mais on parle aussi, et vous en parlez longuement dans votre livre, vous dites d'ailleurs dans votre introduction, vous dites « Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, dans le domaine de la santé, dans ce domaine-là, autant de, il faut le dire, de fake news, autant de conflits d'intérêts, vous en parlez aussi, autant de personnes, et on parle du journal Le Lancet, la fameuse enquête du Lancet sur l'hydroxychloroquine, mais beaucoup d'autres choses, en fait, et autant de choses qui n'ont strictement, vous dites, aucun fondement. Oui, dans mon cursus scolaire et universitaire, j'ai jamais été préparé au fait de me dire que les études scientifiques relues par les pairs et diffusées par des grandes revues étaient en grande majorité du grand n'importe quoi. Et donc je me suis jamais méfié de ce qu'on pouvait lire jusqu'ici, jusqu'à en effet cette affaire du Lancet, où je me penche sur les statistiques et je découvre qu'en effet il y a vraiment des incohérences qui sont massives à l'intérieur. Bon, après, pour découvrir que tout était faisandé, même les données. Mais ma plus grosse surprise, c'était de découvrir que c'est un secret de Polichinelle et qu'il y a des tonnes de gens qui ont écrit dessus, Ioannidis, mais plein d'autres avant, disant que la majorité de ce qui sort dans les grandes revues scientifiques, soi-disant revues par les pairs, en fait, ne vaut pas un clou, et qu'on est incapable de juger de ce qui est une avancée scientifique ou ce qui est juste d'un encart publicitaire qui est payé par les labos. Mais c'est énorme, ça. Oui, c'était énorme. Parce qu'on se dit, les revues scientifiques, au moins, on sait très bien que ce qui existe, l'enfumage, etc., de raconter n'importe quoi, ça existe un peu partout. D'ailleurs, pas seulement dans les réseaux sociaux, même dans les médias mainstream, on le sait. Mais alors que dans les revues scientifiques, on avait tous, vous l'aviez, mais moi aussi, on se dit, bon, là, au moins, c'est la science, c'est vérifié, c'est sourcé, etc. Oui, et du coup, j'ai pris quelques exemples d'études scientifiques qui prétendent montrer la diffusion de l'épidémie dans certains pays avec données, où j'ai montré que les calculs qui sont proposés et les conclusions sont des raisonnements qui sont complètement faux et tautologiques, et pourtant c'est toujours publié sur des grandes revues. Donc on a quand même un vrai problème avec ces grandes revues donc on prend comme étant une espèce de vérité qui sort, dont on sait qu'elles servent des intérêts parce qu'il y a des gens qui payent derrière. Et puis en plus, quand on fait l'effort de regarder ce qui se passe d'un point de vue méthodologique à l'intérieur, on se rend compte que c'est juste du n'importe quoi. Donc ça, c'était vraiment. Et vous direz que c'est vraiment la majorité. Enfin, vous avez cité Ioannidis, grand épidémiologiste. Pensez que
c'est une majorité de publications qui seraient sujettes à caution. La seule chose que je peux dire aux gens, c'est de vérifier si vous en avez les moyens, si vous avez des compétences en statistique, vous lisez l'étude en entier et surtout, vous ne regardez pas que le titre, vous lisez l'étude en entier, vous posez des questions sur la méthode, sur la qualité des données qui sont prises avant de tirer une quelconque conclusion. Et personnellement, j'ai été extrêmement surpris de la médiocrité de ce que je trouvais. Oui, mais ce qui n'est pas piqué des hannetons. Alors c'est quoi? Ces conflits d'intérêts, ces simulacres de science, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on nous a présenté quand même comme des vérités, je ne dirais pas révélées, mais des vérités qu'il fallait particulièrement suivre religieusement, qui étaient en fait fondées, je dirais presque sur du vent. Oui, ou sur une interprétation statistique complètement pourrie, parce que notamment toutes les statistiques Covid-19, comme je viens d'expliquer. Mais il y a aussi un phénomène que les chercheurs savent bien, c'est que quand ils rentrent pas dans le moule, ils n'ont pas de financement. Donc il s'agit d'éviter de bousiller sa carrière en publiant quelque chose qui ne sera pas publié ou qui sera mis de côté. Comme voilà, on a essayé d'écrire avec Laurent Toubiana et Laurent Lucchielli pour découvrir qu'on pouvait être... D'ailleurs, j'ai vu aussi une étude de Alexandre Yanko et de Steve Oana se faire censurer dès les hébergeurs sur la base non pas de la qualité scientifique, parce qu'on est tout à fait capable d'entendre des remarques qui auraient été pertinentes et sur lesquelles on aurait pu retravailler, mais sur la base de dire vos conclusions ne nous plaisent pas, nous refusons d'héberger, de serait-ce qu'héberger vos propos et nous vous mettons au banc de la société. Donc voilà, pour les chercheurs qui cherchent du financement, qui ont envie de faire carrière et qui ont envie de publier des choses et d'avancer, fatalement il faut se taire et répéter la même chose que tout le monde. Et on remarque que quand on répète la même chose que tout le monde, même avec des médiocres, on est capable de passer dans des grandes revues soi-disant relues par les pairs. Oui, et des revues pignon sur rue, comme on dit, pignon scientifique sur rue. Alors, quelque chose que vous avez étudié et Laurent Toubiana aussi, il a été très contesté là-dessus, c'est quand il a demandé le statut vaccinal des personnes décédées. Alors, il y a aussi quelque chose dont on parle à la télévision du matin au soir, le chiffre des morts et autre chose, et des choses alors qu'on dissimule ou qu'on n'a pas. Alors, est-ce qu'on les a pas ou on les dissimule? C'est de se dire, écoutez, vous avez le chiffre et le taux des personnes décédées, on voudrait savoir s'ils ont été vaccinés, comment, combien de doses, etc. Et ça, on ne l'a pas. On ne peut pas l'avoir. On pourrait l'avoir, c'est juste qu'on ne veut pas l'avoir, c'est assez différent. Le ministère de la Santé, dans ses bases de données, a tout ce qu'il faut pour faire ce calcul depuis le début. Nous sommes plusieurs à marteler depuis le début qu'il faut qu'ils fassent ces analyses. On remarque qu'ils ne le font pas. Laurent Toubiana a tenté de déposer une pétition sur le site du Sénat et s'est fait censurer sans motif, pour rappeler qu'il fallait faire ces calculs-là. Puis ensuite, il y a une demande auprès de la ministre de la Santé qui n'a pas répondu, puis une demande auprès de la CADA, de la Commission d'accès aux documents administratifs, qui nous a répondu que ces données-là de décès selon statut vaccinal n'existaient pas. Alors c'est extrêmement grave quand même, puisque c'est quand même la première chose à regarder. Vous mettez en place une coercition, vous imposez à toute la population de recevoir quelque chose. La moindre des choses, c'est de regarder si, statistiquement, on ne verrait pas un impact sur la mortalité des personnes qui reçoivent le produit. Déjà, est-ce que vraiment les personnes qui reçoivent le produit meurent moins que les autres? C'est quand même le but. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un lien statistique entre le moment où elles reçoivent leur dose et le moment où elles décèdent? C'est deux choses qui sont extrêmement importantes à regarder. Et donc là, c'est assez grave qu'on nous dise non, on ne sait pas faire, alors qu'ils font d'autres choses bien plus compliquées en mixant des bases de données. Donc ça, c'est pas crédible. Et puis surtout qu'il n'y a jamais personne qui s'est posé la question de savoir si j'allais regarder. Donc soit ils ne sont jamais posé des questions, ils n'ont jamais regardé, et dans ces cas-là, on se demande ce qu'ils font. Soit ils ont regardé, et puis du coup, ils décident de ne pas diffuser, on ne sait pas ce qui est le plus grave des deux. Alors, pour être tout à fait clair et pour que nos auditeurs entendent bien cela, en fait, ce que vous demandez, vous, et un certain nombre d'autres chercheurs et statisticiens, vous dites, voilà, on sait le nombre de morts, tout le monde sait, et on devrait savoir, effectivement, si ces morts étaient vaccinés du Covid-19 ou pas. C'est ça. Tout simplement ça, ce sont bien des données statistiques, on n'a pas forcément besoin d'accéder aux données nominatives. Ils les ont, on réclame une étude et on réclame aussi d'avoir des données de façon à pouvoir refaire les études et à regarder nous-mêmes pour essayer d'évaluer s'il n'y aurait pas des biais à l'intérieur. Donc c'est vraiment, on demande juste la transparence sur une question de santé publique et qui nous paraît primordiale. Nous allons continuer à en parler avec Pierre Chaillot tout de suite après cette petite pause. Oui, vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à ce que dit Pierre Chaillot, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, édition L'Artillère. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité émerge. Un certain narratif quand même en prend vraiment pour son grade. Pierre Chaillot, Covid-19, paru aujourd'hui aux éditions L'Artilleur. Vous dites quelque chose, je voudrais reprendre là-dessus. Dans vos remerciements, vous parlez de Laurent Toubiana, l'épidémiologiste, et vous dites, Laurent, donc Toubiana, ayant consacré, épidémiologiste de renom, ayant consacré sa vie à cette spécialité, s'époumone depuis le début de cette crise, entre guillemets, a tenté de faire comprendre aux journalistes qu'il n'y a pas de crise épidémique majeure, que c'est une redite de celle de l'arnaque H1N1, mettant en scène les mêmes prêcheurs de l'apocalypse, que nous vivons une crise sociologique se traduisant par une volonté de contrôle total des masses, complètement démesurée, et promue par des individus, agences, instituts, ayant des fortes accointances avec la politique et Big Pharma. Vous ne seriez pas un peu complotiste, Pierre Chaillot ? Si être complotiste, c'est juste remarquer qu'il y a des intérêts privés qui jouent là-dedans et qui ont été lourdement bénéficiaires. Bon, je veux bien admettre ce qualificatif. Ne vous gênez pas. Oui, il est quand même assez intéressant de remarquer que cette période a fait beaucoup souffrir des gens de peu et que des gens déjà extrêmement riches en ont profité avec beaucoup de largesse. On a même creusé énormément la dette de l'État de façon à enrichir ces mêmes personnes. Et aujourd'hui, on demande aux personnes de basse extraction de bien vouloir la rembourser. Donc voilà, tout a été fait comme un transfert monétaire au sein de ces personnes, au sein de cette période, qui aujourd'hui n'est pas très sain et on est en train de commencer à en payer les pots cassés, ce qui était prévisible dès le début. Et ces discours, etc., que vous dites effectivement conflit d'intérêts, vous parlez peut-être sans... On va pas les nommer, on fait pas de procès, mais vous parlez d'un certain nombre de médecins de plateau qu'on entendait du matin au soir sur les ondes. Oui, qui parlaient de leur service qui était saturé, sur lequel on ne pouvait plus, mais eux, ils étaient à la télé, déjà c'était très intéressant. Et puis, en effet, qui venaient adouber des discours gouvernementaux et reparler de certains chiffres en parlant de la saturation des hôpitaux, tout ça, sachant qu'on a vu après des rapports sortir montrant que tout ce qui avait été présenté à l'époque ne tenait absolument pas la route. C'est notamment le cas du rapport de la TIH sur la saturation hospitalière qui n'a pas eu lieu. TIH, pardon. La TIH, c'est l'agence l'agence technique de l'information hospitalière qui a sorti un rapport en 2021 qui montrait l'impact de la Covid-19 sur l'utilisation des hôpitaux, sur la surutilisation des hôpitaux, et c'est là qu'on a découvert que les cas Covid-19, et je remets des guillemets parce que comme j'ai dit que ça ne rimait pas à grand chose, avaient représenté 2% de l'activité, ce qui est parfaitement ridicule, et que même dans les périodes de rush, les hôpitaux sont restés à moitié vides. Voilà. Et donc, mais en revanche, on avait quand même des médecins sur les plateaux de télé qui venaient se plaindre que leur service était saturé. Alors, c'est la puissance des médias de parler de cas particuliers et d'en faire une généralité. Il faut rappeler qu'au début de cette histoire, il y a eu le plan Orsan-REP qui a été mis en place, qui est le plan en cas de pandémie, et qu'il a été décidé au tout début que sur nos 1500 instituts hospitaliers en France, établissements hospitaliers, il y en a que 38 qui allaient être habilités à recevoir des patients Covid-19 de première ligne. Donc si vous concentrez tous les patients qui souffrent de diverses difficultés respiratoires quelconques avec une maladie en plus qui est mal définie, comme je l'ai dit, et que vous mettez tout dans 38 hôpitaux, fatalement vous risquez de saturer 38 hôpitaux sur 1500. Mais ce qui ne présage pas de ce qui se passe ailleurs. Et donc si vous invitez des médecins de plateau de ces 38 hôpitaux se plaindre, évidemment vous faites croire aux gens qu'il se passe un phénomène d'ampleur, alors qu'il se passe peut-être des phénomènes particuliers de saturation, mais comme il y en a absolument tout le temps, les hôpitaux sont en flux tendu en permanence. Au début 2020, il y a quand même tout un paquet d'urgentistes qui sont en grève pour réclamer des moyens parce qu'ils sont en permanence saturés. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai que la manifestation des urgentistes était déjà là avant Covid-19. Oui, bien sûr. Et la première saturation hospitalière qui a eu de grande ampleur, c'était 2015, avec Marisol Touraine qui a dû faire le tour des hôpitaux avec des gens qui mouraient dans les couloirs de la grippe, appelée grippe à l'époque. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On continue de faire baisser le nombre de lits. Il y a de moins en moins de places dans les hôpitaux, mais ça coûte de plus en plus cher parce que l'argent va aux bons endroits. Voilà, donc il n'y a pas de surprise à avoir. Et en effet, il y a vraiment un discours qui a été construit de façon à soutenir une histoire racontée en invitant des bonnes personnes qui allaient, des médecins de plateau qui allaient, on va dire, valider un certain narratif et qui étaient très contents de le faire.
Et alors, justement, ces personnes-là, bon, on va parler de conflit d'intérêts et on ne doit pas s'appesantir là-dessus, mais ce que vous dites, enfin, dans votre livre, et quand on regarde l'inventaire qui est énorme et nombreux, en fait, parce que c'est planétaire, faut pas oublier, hein, c'était pas, on le sait, c'était pas qu'en France, c'était partout. Et en fait, il y a eu quand même cette chose, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas médecin, vous êtes statisticien, mais je parle aux citoyens. Quand on a dit aux gens, écoutez, c'est extrêmement simple, la seule chose à faire, vous n'allez pas voir vos médecins, vous restez chez vous, prenez du Doliprane, du paracétamol, et si ça ne va pas au bout de tant de temps, eh bien vous appelez le 15 et vous allez à l'hôpital. C'était un peu ça, quoi, le discours dominant qui était. Et il y a eu effectivement. Est-ce que c'était quelque part un management par la peur ? Oui, c'est bien évidemment un management par la peur. Et puis, tout se passe comme s'il y avait des gens qui avaient lu le rapport de l'escroquerie H1N1, le rapport du Sénat qui est très bien fait, qui explique pourquoi H1N1 n'a pas pris. Et la première des raisons, c'est parce que globalement, quand on a dit aux médecins, voilà, une grande pandémie arrive qui va décimer l'humanité. Oui, H1N1, c'était il y a 10 ans, 2010, ouais, c'était 2011. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bien, les médecins, ils se sont dit, bon, on va recevoir les patients, puis on va leur donner leurs médicaments habituels, quels qu'ils soient, et puis c'est comme ça qu'on les traite, et puis ça marche. C'est ce qu'ils ont fait, ce qui fait qu'au final, il n'y a aucun mort de compter. Et ils ont réussi à en compter 300 en mettant des gens dans des cases, mais bon, c'est dire que finalement c'est zéro sur 600 000 morts français. Et puis on ne sait pas ce que c'est. Bref. Mais du coup, là, évidemment, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'interdire aux médecins de faire comme d'habitude, c'est-à-dire, ils ont des patients qui sont malades, qu'ils connaissent, ils savent les traiter habituellement, mais là, on nous dit surtout, vous ne les approchez pas, vous avez interdiction de les voir, ils restent à la maison. Interdiction à tous les médecins généralistes de soigner leurs patients. La condition, c'était dire aux gens, restez chez vous, cela ne se soigne pas. Et puis il y avait une phrase d'Olivier Rand, je crois, à la télé, qui a dit que voilà, il était très risqué d'aller chez le médecin parce que c'est là qu'on risquait de tomber malade. Donc il y a des injonctions qui ont été extrêmement fortes envers la population de dire confinez-vous surtout. Et bien, il y a même des placards, des images qui étaient placardées partout, même sur Internet, où on voyait en cas de symptômes, qu'est-ce que je fais ? Je m'isole, je reste chez moi, je prends du Doliprane et puis quand j'arrive plus à respirer, j'appelle le 15. Donc c'est bien des consignes qui ont été passées. Et donc ça, en effet, le fait d'interdire aux médecins, enfin de dire aux gens ne consultez pas de médecin et de dire aux médecins de toute façon ça soigne pas, il n'y a pas de médicaments, ne faites pas comme d'habitude, évidemment. Derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On obtient des gens dont l'état peut se dégrader, qui n'ont pas été suivis, qui se retrouvent ensuite aller à l'hôpital et saturer les urgences. Dans la saturation des urgences habituelle, les médecins se plaignent énormément, les médecins urgentistes, dans les périodes où les médias font peur aux gens sur la grippe, etc., de voir débarquer des mamans avec leur bébé au moindre symptôme, mortes de peur. Voilà, donc les gens ils se réfugient aux urgences et donc en créant une panique, on sature les urgences. Donc même à partir de rien, on est capable de saturer les urgences en faisant passer un message auprès de la population. Et donc c'est bien ce qui s'est passé à ce moment-là, voilà, une défiance envers les médecins habituels. On a dit ils savent pas faire de toute façon, laissez tomber. Et puis filer aux urgences dès que ça va pas et que vous avez très peur. Oui, et on a vu le résultat. Et juste aujourd'hui, juste une chose, aujourd'hui à l'heure où nous parlons, Pierre Chaillot, ça s'est quand même apaisé, même si on dit qu'il va y avoir encore d'autres vagues, etc. Il y a eu Omicron et puis le reste, mais enfin, on sent quand même que le ressort n'est plus le même. Enfin, oui, je pense que les gens ont remarqué qu'en sortant dans la rue, il n'y avait pas des cadavres qui jonchaient les rues, depuis le début. Un certain nombre de personnes aussi se sont fait tester, ont reçu un test positif, on leur dit c'est Covid-19, voilà, presque faites votre testament, tout ça, et puis une fois soit ils avaient rien du tout, soit ils avaient le nez qui coule. Il y a certaines personnes qui, avec un test, ont été malades en plus, mais ils ont quand même vu que c'était une extrême minorité, et donc au bout d'un moment, les gens juste n'ont plus peur. Et ils n'ont plus peur, ils sortent de la sidération initiale et de l'inconnu, maintenant qu'ils connaissent ce que c'est, et puis ils commencent à se renseigner, à se dire, puisqu'on s'est fichu de moi sur les aspects hécatombes, tout ça, ils ont tendance aussi à dire, j'ai l'impression qu'on se fiche de moi sur la vaccination, puisque quand même, j'ai plein de tests positifs depuis que je me suis fait vacciner, qu'est-ce que c'est que cette histoire, et puis j'ai toujours le nez qui coule. Donc voilà, au bout d'un moment, les gens se disent, là-dessus, on s'est fichu de moi. Et puis j'attrape le Covid même après 3-4 doses. Oui, c'est ça, toujours. Et puis quand ils finissent à l'hôpital, sous respirateur, ils disent, heureusement que je t'ai vacciné. Sinon je serais mort. Enfin bref, mais quand même, ils se disent, le bon sens réussit à prendre parfois le dessus, et les gens se disent, puisqu'on s'est fichu de moi là-dessus, est-ce qu'on ne s'est pas fichu de moi sur le reste ? Donc voilà.
vraie question et je crois que nos auditeurs, Lucien, sont là et osent aussi leurs questions. Vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Pierre Chaillot, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels édition L'Artilleur. Et on accueille tout de suite Loïc de Lourdes. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour André, bonjour Pierre, bonjour aux auditeurs. C'est très intéressant tout ce que vous dites là aujourd'hui. Et j'aimerais justement rebondir sur ce que vous avez dit à la fin de vos propos là. C'est justement ça en fait le problème, le nœud du problème, c'est que ils nous ont fait croire que c'était pour notre santé, qu'il fallait se protéger, ils nous ont fait peur dans tous les sens, mais rappelons ce que c'est que le Covid, c'est un virus respiratoire. Et comme vous dites, ils ont dit aux docteurs, aux gens de ne pas se soigner. Mais c'est comme toute chose, si on ne le soigne pas, si on se coupe le doigt, qu'on ne soigne pas, ça va s'infecter. Un virus respiratoire, si on ne soigne pas, ça attaque les poumons. Et là, ça devient grave. Et c'est à ce moment-là que les gens étaient hospitalisés, qu'ils ont fait gonfler les chiffres. Mais ils ont fait gonfler les chiffres aussi d'une autre façon. Rappelez-vous, ça, il ne faut pas oublier, le Rivotril. Ils sont servis du Rivotril dans tous les EHPAD, soi-disant pour les soigner, sauf que dans la notice du Rivotril, il y a marqué ne pas utilisé en cas d'insuffisance respiratoire. Donc en fait, ils ont cherché à faire gonfler les chiffres en tuant les gens. C'est le mot qu'il faut dire parce que c'est ce qu'ils ont fait pour permettre à cette pseudo-pandémie d'exister, alors que derrière, on ne parle jamais de santé, on ne parle jamais de comment renforcer nos défenses immunitaires, on parle que de vaccins. Alors que si vraiment ils s'intéressaient à notre santé, eh ben, ils nous mettraient pas des produits dans l'eau, ils feraient d'autres choses qu'en fait. Donc c'était quand même, tout était prévu et tout. Il faut arrêter de les excuser. C'était fait exprès, quoi. Alors, je fais exprès ou pas, ça je ne sais pas. C'est votre opinion, Loïc. Qu'en pense Pierre Chaillot? Deux aspects. Le premier sur le fait que, de toute façon, le pouvoir a quand même besoin que la population ait peur de façon à pouvoir la gouverner. C'est vrai depuis des siècles, voire des millénaires. Voilà. C'est vieux comme le monde. Voilà, pareil. Sur la retraite, on dit aux gens que la retraite va s'effondrer si le gouvernement n'est pas là pour la sauver. Comment on en voit un petit peu. Ça a été la même chose pour cette histoire de Covid-19. Évidemment qu'il fallait avoir quelque chose qui fasse très peur de façon à mettre en place des mesures et que le gouvernement soit là pour nous sauver. Donc ça, de toute façon, cet aspect-là est vieux comme le monde. Sur l'aspect Rivotril, je vais peut-être corriger certaines choses qui ont été dites. Il ne s'agissait pas à aucun moment, le Rivotril n'était utilisé pour soigner des gens. C'est un médicament palliatif qui est là pour accompagner la fin de vie. En l'occurrence, à la base, c'est plutôt un médicament anti-épileptique qui est donné aux personnes épileptiques de façon à les endormir, on va dire, quasiment toute la journée, de façon à ce qu'elles ne fassent plus de crise d'épilepsie, et là, comme il y avait une pénurie d'un autre médicament qui s'appelle le midazolam, qui sert aux soins palliatifs, il y a une pénurie mondiale. Pourquoi ? Il est fort possible que des cabinets de conseil aient conseillé à un certain nombre d'États dans le monde, tout le monde a la même stratégie, c'est-à-dire les personnes âgées qui ont le Covid, c'est une maladie mortelle et incurable, il faut mieux leur donner du palliatif, c'est la seule chose qu'on peut faire pour elles, ce qui fait qu'on a une pénurie mondiale de ce médicament-là, et en France, il y a un décret exceptionnel qui est voté pour dire, puisqu'on n'a plus de midazolam, vous pouvez utiliser du Rivotril à la place. Où c'est écrit dessus, dans la notice Vidal, attention, surtout ne pas donner aux personnes en situation d'infection respiratoire. Donc voilà, il ne s'agissait pas de soigner les gens, il s'agissait de les accompagner vers le décès, ce qui s'appelle le palliatif. Lucien. On va tourner une rapide page de pub et après la pub, on recevra Jean-Luc de Bordeaux et vous continuez à avoir la parole sur Sud Radio, chers auditeurs, au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio. Vous avez la parole, chers auditeurs, au 0826 300. Vous continuez d'interpeller Pierre Chaillot et son livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, édition L'Artilleur. Et on accueille tout de suite Jean-Luc de Bordeaux. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. On vous écoute. On vous entend. Tout d'abord, merci pour la liberté d'expression et votre émission, Monsieur Berkov. Et bonjour à votre invité. Je voulais juste amener une pierre à l'édifice des statistiques. À un moment, je me suis intéressé au spot publicitaire qui disait que 8 cas sur 10 des patients admis en admission aux urgences ou soins intensifs étaient des non-vaccinés. Et puis ce spot a disparu. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que... Alors, je suis ingénieur de base, on va dire. Donc, on va dire apte à analyser certaines choses. Et j'ai regardé les sources Covid Tracker. Et j'ai fait ça, un enregistrement à la semaine pendant un mois. J'ai enregistré, j'ai fait des hard copies d'écran pour prouver que je ne falsifiais pas les données.
Et figurez-vous que j'ai regardé sur le Covid Tracker par soit département, soit région, était notifié le nombre d'admissions en fonction du statut, vacciné, non vacciné, partiellement vacciné. Oui. Et figurez-vous que je suis arrivé à des aberrations de semaine en semaine. Les chiffres montraient la falsification des données qui étaient issues de la DREES de mémoire. Et donc c'était en 2020. C'était juste pour dire que votre invité a fait, je pense, un immense travail de statistiques. Et à l'époque, j'ai été curieux. Et intéressant. Et vous avez vu vous-même la supercherie, enfin en tout cas le trafic. J'ai vu la supercherie et je l'ai publié. Alors, je l'ai envoyé à Idriss Aberkan, que vous connaissez bien évidemment, qui m'a conseillé de l'envoyer à François. Bon, bref, je l'ai publié sur un autre média. Et la conséquence a été la suivante, c'est que la semaine d'après, le site Covid Tracker a été mis en stand-by pendant 3 jours. Parce que les statistiques, il y avait des problèmes apparemment d'entrée de données. Tout ça pour dire que attention au message, effectivement. Et votre invité a entièrement raison. Je vais acheter son livre. Et c'était juste un petit témoignage qui me fait chaud au cœur parce que je me doutais de certaines choses. Voilà. Pierre Chailloux. Oui, tout à fait. Il y a eu plein d'incohérences qui ont été montrées. Et puis, il ne faut pas oublier tous les biais de comptage. Je vais en parler d'un de façon à ce que les gens se rendent compte. Oui. Quand vous avez des gens qui rentrent à l'hôpital, qui vont être catalogués Covid-19, il se trouve qu'en France, quand on est sur une période de passe sanitaire, eh bien, vous avez des gens qui sont vaccinés, qui n'ont jamais besoin de se tester, du coup, qui sont peut-être testés une fois en arrivant à l'hôpital. Et puis, vous avez des gens non vaccinés qui se testent plus souvent. Comme je l'ai dit, pour avoir des tests positifs dans la population, il suffit de tester les gens un grand nombre de fois. Et donc, si les non-vaccinés, vous les avez testés plein de fois, vous avez beaucoup plus de chances de leur filer qu'ils aient un test positif. Ouais. Ce qui fait un biais qui est colossal quand on arrive à l'hôpital, c'est que les non-vaccinés ont beaucoup plus de chances que les autres d'être mis dans la case Covid pour la même pathologie. Parce qu'ils ont eu des tests positifs. Parce qu'ils ont eu plus de tests et donc plus de chances d'avoir un test positif. Ce biais n'a jamais été pris en considération d'aucune sorte par le ministère de la Santé et c'est extrêmement grave. Mais alors, c'est rigolo parce que il a parlé de Vaccine Tracker, il y a aussi Vax Impact, toujours de Guillaume Rosier, que je remercie chaudement puisqu'il nous permet de démontrer, c'est une chapitre du livre, la supercherie qui est derrière les tests, peut-être malgré lui, mais du coup qui publie en effet les taux de positivité dans la population selon le statut vaccinal. Et donc on voit au test. Voilà, c'est ça. Et donc on voit que tant qu'il y a le pass sanitaire, eh bien ce sont les non vaccinés qui sont plus souvent positifs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus souvent testés. Et puis dès qu'on enlève le pass sanitaire, il n'y a plus que les ayatollahs du test, les plus trouillards de la population si on veut, qui vont se faire tester tout le temps, et ça devient tout d'un coup les vaccinés qui sont beaucoup plus positifs que les autres. Et donc voilà, à partir de là, Guillaume Rosier nous prouve la supercherie de toute la mise en place de ça, qui était le pass sanitaire, qui forçait les non-vaccinés à se tester de façon à les considérer positifs. Ça rappelle qu'on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut, tout dépend du biais que l'on adopte au départ. Merci beaucoup Jean-Luc. Et on accueille Mehdi d'Épinay-sur-Orge. Bonjour Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour, enchanté. On vous écoute Mehdi. Oui, bonjour. Je voulais poser une question à Monsieur Pierre. Oui. Au niveau des tests PCR, j'avais entendu parler qu'il y avait alors je me rappelle plus le nom, il y a une paroi qui protège des infections par rapport au cerveau, et qu'avec le test PCR, il perçait cette paroi-là. Ça, il faut demander à un médecin. Ça, moi, c'est pas de la statistique. Je peux pas vous répondre là-dessus sur ce sujet. Ça, il faut voir avec un médecin, un ORL, Mehdi, plutôt. D'accord. Okay. Merci Mehdi. Oui. Et juste une autre question, que le monsieur qui a inventé les tests PCR est mort en 2019. Oui, exact. Thierry Mélis. C'est ça, c'est bien, oui. Et qui avait émis, d'ailleurs, qui avait dit, alors corrigez-moi aussi, je mente, qui avait dit le test PCR ne sert pas à ce pourquoi on l'a utilisé. Le test PCR n'est pas un outil de diagnostic, ce que je dis moi également. Je vois encore des gens au jour d'aujourd'hui qui vont se faire tester, mais je me dis. Oui. En fait, c'est pas diagnostic. Voilà, on peut se faire tester, mais c'est pas diagnostic. Merci Mehdi. Merci beaucoup Mehdi. Merci à vous. Et on a le plaisir de recevoir Jean-Marc de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Jean-Marc. Bonjour, bonne année. À vous aussi. Merci beaucoup. Bonne année à Monsieur Chailloux. Je commencerai juste par une petite citation de notre ami Winston Churchill quand il disait je ne crois jamais à une statistique à moins de l'avoir falsifiée moi-même. Ouais. C'est assez bienvenu là. Ouais. Bon, alors dites-moi. Quant aux soins
Bien sûr qu'il faut soigner les gens, donc ça c'est le plus grand scandale, je pense, de ce dernier siècle, c'est de ne pas avoir soigné les gens. L'IHU de Marseille, quand les gens sont venus se faire soigner chez le professeur Raoult, je dis bien les gens qui ont accepté le protocole, parce qu'il y a des gens bien sûr qui n'acceptaient pas le protocole, j'ai les chiffres officiels, en moins de 60 ans, ils ont eu 0 mort. Je dis bien 0 mort. Et en plus de 60 ans, c'était la moitié avec le traitement, la moitié à peu près des morts qu'on a eu sans les traitements. Mais je dis bien, en dessous de 60 ans, c'était 0 mort. L'histoire n'est pas finie parce que ce matin, je suis allé à mon centre médical pour chercher un médicament et qu'est-ce que je vois écrit sur la porte? Si vous avez le Covid, un centre médical, je dis bien. Si vous avez le Covid, ne rentrez pas dans le centre médical. C'est quand même extraordinaire. C'était affiché, ça. Oui, d'accord. C'est affiché. J'habite dans une petite commune à côté de Narbonne. Je ne vais pas citer le nom. Je veux dire, voilà, parce que c'est des gens charmants. Mais c'est affiché ce matin. À la porte d'entrée, si vous avez le Covid, ne rentrez pas, appelez votre médecin traitant et ne rentrez pas dans le centre médical. J'ai eu le cas l'an dernier d'une fille qui est allée aux urgences à Narbonne de 25 ans qui a eu le Covid. Les urgences de Narbonne, je peux le dire, de l'hôpital de Narbonne l'ont mis dehors, comme si elle avait la peste. Ils l'ont testé dehors. Ils l'ont fait passer parce que la maman a gueulé parce que la fille elle était en détresse respiratoire. Donc ils ont fait passer une radio des poumons. Ils ont vu qu'elle avait des problèmes aux poumons. Elle est rentrée chez elle avec 2 Doliprane. Voilà. Donc c'est un véritable, si vous voulez, scandale à tous les niveaux. Moi j'ai eu le Covid pour la 2e fois il y a quelques semaines de ça. J'ai pris de l'azithromycine que m'a donné mon cardiologue et j'étais fatigué une semaine et au bout de 2 jours j'avais plus le symptôme. Voilà. Et j'avais eu une forme relativement grave avec le Delta. J'étais allé à Marseille et j'avais bien sûr eu le traitement de notre ami le professeur Raoult. 5 semaines après, j'étais champion de France d'athlétisme dans ma catégorie d'âge, bien sûr, et à 58 ans. Mais tous les gens qui étaient autour de moi avec le Delta avaient des problèmes respiratoires. La seule personne, les 2 seules personnes qui n'ont pas eu de problème respiratoire, c'était mon ami et moi, parce que nous avions le traitement. Donc les coïncidences, je n'y crois pas trop, si vous voulez. Voilà. Donc, alors, bien sûr, merci de votre témoignage. Pierre Chaillot, alors sans prendre parti pour ce que vous dites en tout cas, c'est le fait qu'on ait empêché les médecins de traiter. Là, il a parlé de son cardiologue, notre ami auditeur. C'est vrai que ça pose problème, quoi. Il y a eu une espèce de doxa qui s'est abattue, même pas de doxa, de loi en disant vous allez faire ça, sinon fini la vie sociale, fini le reste, quoi. Oui, et puis sur la base d'un test dont je le rappelle, son inventeur dit que ça n'est pas un outil diagnostique, et vu l'utilisation des statistiques que j'en ai fait, en tout cas j'ai sorti les statistiques de l'adresse, non, en effet, pour moi ce n'est pas non plus un outil diagnostique, donc c'est sur la base de quoi qu'on se permet de ne pas soigner les gens comme d'habitude, de leur donner les traitements habituels. Il se trouve qu'actuellement, toujours, il y a des médecins, mais pas que, tous les personnels qui bossent dans les établissements de santé qui sont suspendus, donc depuis plus d'1 an maintenant, sans salaire, parce qu'on dit que ce ne sont pas des vrais médecins. Les personnes qui ne sont pas des vrais médecins, ce sont des gens qui refusent de soigner des malades. Voilà, ça, ce sont des gens qui ont rompu leur serment d'Hippocrate, de quelque manière que ce soit. Alors peut-être qu'ils croient que la personne en face d'eux, s'ils croient qu'un malade va les tuer, il faut absolument qu'ils changent de métier immédiatement. Voilà, ça c'est la parole que je voulais donner à ce sujet. Et vous pensez, donc vous êtes évidemment pour la réintégration de tous ces soignants qui sont aujourd'hui encore, à l'heure où on parle, depuis le 15 septembre 2021, il faut se rappeler, et surtout en fait, Pierre Chaillot, on arrive à la fin de l'émission, et encore une fois, je recommande vraiment votre livre, parce que il est sourcé et il est très documenté. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? De la pédagogie, dire aux gens, voilà ce qui se passe, C'est une leçon de lucidité. Oui, et puis c'est le fait de lancer le débat. On a vécu pendant 2 ans où il y a eu une ostracisation complète de toutes les personnes qui ne voulaient pas penser ou pas dire ce qui était la parole officielle du gouvernement. Là, ma situation se calme aujourd'hui. Je pense que les gens n'ont plus peur, qu'ils peuvent être ouverts à autre chose. Et donc, il faut réouvrir le débat. La science, c'est le débat. Donc, on ressort les chiffres calmement, on les réanalyse et on regarde ce qui s'est réellement passé et on essaye d'en tirer des conclusions pour éviter de refaire les mêmes erreurs plus tard. Merci Pierre Chaillot. Merci à vous. C'était le face-à-face du mercredi 18 janvier avec Pierre Chaillot et son livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, édition L'Artilleur. Merci de nous avoir écoutés. Place à l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.